Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais un fan de Clone Wars? Dans la vidéo de la semaine dernière, quoi. Eh bien, préparez-vous à l'entendre assez souvent. Et aujourd'hui, on va voir ce que Lego nous a concocté pour rendre hommage à la saison finale de Clone Wars. Il est assez difficile d'éviter les vaisseaux dans la gamme Lego Star Wars. Le premier set sera donc un chasseur de classe Commer K, ou aussi appelé chasseur Gauntlet. Ce vaisseau a d'ailleurs déjà été édité par Lego sous la référence 9525, qui n'était autre que le vaisseau personnel de Previsla, le leader des Death Watch. Mais bon bref, ici on va parler du vaisseau qu'on peut apercevoir lors du siège de Mandalore, c'est-à-dire le 75 316, nommé très simplement par Lego le chasseur mandalorien. Ce set contient 544 pièces et coûte la somme plutôt correcte de 59,99 €. Et je dois le reconnaître, ce vaisseau est plutôt réussi. La plupart des caractéristiques propres à ce vaisseau sont respectées, comme par exemple le cockpit qui peut tourner sur lui-même. Bon, c'est loin d'être aussi fluide que dans Clone Wars, mais c'est même assez galère, mais bon, l'effet est là. Donc direction Mandalore pour le siège. Et il faut dire que vu le manque d'ennemis dans cette boîte, c'est-à-dire une seule figurine de méchant, le chasseur Gauntlet ne devrait pas avoir trop de mal pour se poser sur Mandalore. Attends, c'était ça, Mandalore? Une planche en bois posée sur deux tréteaux? Ah ouais! C'est beaucoup mieux comme ça! Eh bien, tant mieux parce qu'on enlève. Et l'une des particularités de ce chasseur mandalorien, c'est la position de ses ailes lors de l'atterrissage. En effet, ses ailes pivotent à la verticale pour pouvoir se poser au sol. Et la version Lego, comme vous pouvez le voir, peut le faire aussi, laissant au passage visible le dessous des ailes. Et alors là, c'est la douche froide. Alors, je disais, oui, les ailes. Là, je dois avouer que je suis particulièrement déçu que les designers de chez Lego n'aient pas pris la peine, ne serait-ce que de bosser un tout petit peu le dessous des ailes. Parce que finalement, lorsque vous allez exposer ce vaisseau, vous allez pour la plupart, j'imagine, finalement le mettre dans sa position d'atterrissage, non? Donc vous allez voir 99% du temps votre vaisseau sous son angle le moins abouti. Surtout que c'est quand même un peu con quand on voit le taf des designers de chez Lego sur le dessus des ailes. Mais bon, cette position d'atterrissage nous amène à un autre petit problème, ce sont les pieds d'atterrissage. Et pour l'occasion, j'imagine que les designers se sont sûrement inspirés de l'esthétique d'Enclume pour les concevoir. Alors certes, on ne les voit pas vraiment, mais leur fonction reste selon moi assez anecdotique puisque lorsque le vaisseau est en position d'atterrissage, il devrait normalement être un petit peu surélevé, sauf que dans ce cas-ci, le nez frotte par terre, rendant finalement ces pieds d'atterrissage totalement inutiles. Bon, sinon, vous pouvez ouvrir le cockpit pour y installer Bo-Katan ainsi que son collègue, le Mandalorien loyaliste, dans un intérieur somme toute assez minimaliste. Et oui, on n'échappe pas aux saloperies de stickers. Pour terminer le look du cockpit, j'ai d'ailleurs mal collé les miens sur le côté, renforçant un petit peu plus ma haine pour ces petits bouts de papier couverts de glu. Et alors là, sans aucune mauvaise foi, mais alors vraiment aucune mauvaise foi, je déplore la non-présence d'un stud shooter à l'arrière du vaisseau. Oh, loser! Bon, je m'explique. En gros, en termes d'armement, ce vaisseau dispose de 2 stud shooters sur le côté du cockpit, qui ne sont finalement quasiment pas jouables, car ils sont encombrés par les ailes, en fonction de la position dans laquelle vous les mettez. Les 2 lance-missiles au bout de chaque aile, qui eux sont d'ailleurs beaucoup plus accessibles, étaient je pense largement suffisants. Donc un de ces 2 stud shooters aurait pu être utilisé à l'arrière du vaisseau
pour armer la tourelle de tir. Surtout que les designers de chez Lego ont bel et bien représenté cette tourelle et on peut même la faire tourner à 360 degrés. Et pour terminer, les figurines. Et on commence par celle sur laquelle mon avis est le plus mitigé, celle de Bo-Katan. Bo-Katan faisant partie de mes personnages Star Wars préférés, j'avoue que j'en attendais beaucoup de cette première interprétation en Lego. La partie qui me plaît le moins, c'est finalement le casque, que je trouve pas particulièrement réussi. En plus, manque de peau, ma tempographie est un petit peu basse, ce qui le rend un petit peu ridicule. Et j'avoue que j'espérais secrètement un nouveau moule pour ce casque de Bo-Katan. Bon, sinon, le reste de la figurine est absolument impeccable. Elle fourmille de détails, comme par exemple des petites parties chromées qui viennent représenter l'armure en Beskar. Et pour chipoter, j'avoue, j'aurais bien aimé avoir des tampographies sur les bras qui seraient venues représenter l'emblème des Night Owls. Et sous le casque, on a le droit à un double visage très sympathique qui représente même le petit bandeau frontal de Bo-Katan. Et comme Lego est généreux, on a même le droit à une petite coiffure supplémentaire pour exposer notre figurine sans son casque. Côté accessoires, un jetpack en Dark Pearl Grey et 2 pistolets grossiers et génériques qui sont censés représenter les très fins et délicats Wistar 35. En plus de Bo-Katan, nous avons droit à un Mandalorien loyaliste. Bon, pas de quoi sauter au plafond, mais ça reste une figurine particulièrement appréciable. Le choix du gris clair pour le costume n'est pas des plus précis, puisqu'on voit bien dans la série que c'est plutôt du gris foncé. Et le chromé qui est censé représenter le Beskar comme sur la figurine de Bo-Katan est ici remplacé par un gris foncé. Pas de visage sous le casque, et les accessoires, eh bien, ce sont exactement les mêmes que ceux sur la figurine de Bo-Katan. Par contre, fait plutôt rigolo. Pardon. Que ce soit la version Lego ou la version Black Series de chez Hasbro, les Mandaloriens loyalistes sont livrés sans leur petite antenne, le viseur, alors qu'ils sont bien visibles sur le siège de Mandalore dans Clone Wars. Mais heureusement, chez Lego, on a toujours de droit à quelques petites pièces supplémentaires, ce qui fait qu'on peut rajouter une petite antenne si on veut ou pas. Pour terminer, Gar Saxon. Et là, c'est le 20 sur 20. La figurine est absolument magnifique. Et on a même le droit à un tout nouveau moule pour le casque. Bon allez, les cornes sont un peu courtes, mais franchement, c'est pas bien grave. Le torse et les jambes sont superbement tampographiés, et une nouvelle fois, le Kama n'est pas représenté à l'aide d'un petit bout de tissu, mais bel et bien d'une tampographie. J'avoue que personnellement, je préfère le petit bout de tissu, mais je crois bien que je suis le seul, donc bon. Sous le casque, on a bien le visage de Gar Saxon, mais contrairement à Bo-Katan, eh bien, on n'a pas le droit à une petite chevelure en plus. Concernant les accessoires, même combat que les autres figurines présentes dans le set, même si je trouve que le choix de l'arme est particulièrement inapproprié. Dans l'ensemble, c'est une jolie brochette de figurines qu'on a dans le set, même si j'avoue, j'aurais pas dit non à une petite figurine de Rookcast ou bien un super commando comme chez Black Series, qui aurait d'ailleurs permis de réutiliser ce joli moule de casque. Pour la suite, Lego n'a apparemment pas voulu traiter la bataille terrestre sur Mandalore. Nous sommes donc catapultés directement à l'un des combats au sabre laser les plus beaux de Star Wars. Je parle bien sûr du combat entre Ahsoka Tano et Dark Maul. Comme quoi, faire revenir Dark Maul n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Et Lego nous livre donc son interprétation de ce combat magistral avec le 75 310, le duel sur Mandalore. Et c'est minable. La boîte contient 147 pièces et coûte la somme assez modique de 19,99 €. Bon, j'exagère un peu, c'est pas si mal. Mais comprenez-moi, un duel qui m'a autant plu, résumé à 3 briques qui se battent en duel, forcément ça fait un petit peu suer quoi. Et on commence par la construction qui m'a le plus convaincu, le trône. Les codes esthétiques sont relevés par Lego, même si ça manque un petit peu de hauteur. On peut retrouver quand même par exemple les petits luminaires de chaque côté du trône. Et à vous les joies, les heures d'amusement à essayer de propulser Dark Maul dans le vitrail situé derrière son trône. Bon, par contre, le sabre laser de Dark Maul est trop grand pour passer la fenêtre. Et comme c'est du Lego, eh bien, on ne peut pas transpercer le plastique comme dans la série. Donc il faudra demander gentiment à Dark Maul de poser son sabre laser et de sauter à travers la fenêtre. Et pour plus de réalisme, je vous conseille vivement de placer le trône
au bord d'un précipice pour éviter l'effet Dark Maul trébuche dans un trottoir. Et tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit truc qui dépasse là? Ah, c'est franchement génial. C'est un petit tiroir dans lequel il y avait un pistolet. Et on s'attaque à l'autre construction qui n'est autre qu'un... Je sais, moi, je sais. Oui. C'est un réfrigérateur. Alors oui, mais non. Bon là on est clairement en face d'un acte désespéré de la part des designers Lego pour caler des briques dans le set. Cette construction fait référence à une scène un petit peu plus tardive dans la série Clone Wars, quand Dark Maul en fait se fait vaincre par Ahsoka Tano et donc enfermé dans ce Mandalorian Vault. Donc c'est pas vraiment pendant le combat entre Ahsoka Tano et Dark Maul qu'on peut le voir. Bon, pas grand chose à dire sur la construction, on peut l'ouvrir et on peut y glisser Dark Maul à l'intérieur. Et comme le joli sticker c'est plutôt pas trop mal foutu, eh bien on peut voir le visage de Dark Maul à travers celui-ci. Bon, on va pas tergiverser pendant 15 plombes, l'intérêt principal de ce set ce sont les figurines. Et on commence par Ahsoka qui était déjà dans le 75283, le AAT. Elle dispose toujours de cette très jolie coiffe, quoique un peu surdimensionnée. Le torse et les jambes sont très joliment tampographiés et nous avons même le droit à un double visage. Côté accessoires, 2 sabres laser de la même taille, et oui, même pas un petit effort pour proposer une lame un petit peu plus courte, très caractéristique des Shoto. Et pour clôturer le tour des figurines de ce set, le Zabrak d'Atomirien Dark Maul. Ici une toute nouvelle version, enfin du moins en ce qui concerne le torse et les jambes. Et en ce qui concerne les finitions, nous avons même le droit à un petit peu de chrome sur les jambes pour rappeler le fait qu'est bien Dark Maul maintenant a des jambes métalliques. Et bien évidemment, Dark Maul est équipé de son sabre laser à double lame rouge. Et c'est tout. J'avoue que j'aurais bien aimé une petite figurine du Premier ministre Almec. Bah, on le voit pas pendant le duel, lui. Le frigo non plus, et pourtant lui il est bien là. Au final, ce set reste un ensemble plutôt cool pour les budgets réduits et pour les petits plaisirs coupables pendant les courses au supermarché du coin, comme moi par exemple. Finalement, je reste assez frustré de ne pas avoir un petit peu plus concernant le thème du dernier arc de Clone Wars. Pourtant, je pense qu'il y avait vraiment matière. Par exemple, un petit ATTE ou même encore mieux le Y-Wing bleu que Rex et Ahsoka prennent pour s'enfuir du Venator. Il faudra de toute façon se contenter de ces deux sets, somme toute assez sympathiques, pour rejouer la fin de notre série préférée. Bon, et bah voilà, c'est fini. Eh ben, c'était vraiment pas terrible. Oh là là. Merci. Tu sais, au lieu de faire tes bouffonneries, tu peux aussi m'aider, Et puisque t'es aussi malin, tu sais quoi, le prochain script, c'est toi qui l'écris. Ok? Alors là, pas de problème.